Comment démocratiser l'accès aux meilleures universités du monde tout en étant rentable? C'est ce que nous allons voir dans ce Real Business Talk avec Eric Pignot, le fondateur d'Enco Education. Dans cet épisode où on décortique le business de l'une des scale-up les plus performantes du continent, vous allez découvrir quel modèle économique ils ont choisi pour démocratiser l'accès à l'éducation à l'échelle continentale, quel est leur mode opératoire et leur structure d'équipe pour ouvrir une école en moins de 6 mois, et enfin, comment Eric choisit des profils Africa Ready et Scale Ready. C'est parti pour ce Real Business Talk avec Eric Pignot. Salut Eric. Salut Eric. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. On est ravis, hyper contents de te recevoir sur African Business Makers. Yes, et comme tu le sais, notre objectif avec ce podcast, c'est d'avoir des discussions sans filtre et décomplexées avec les entrepreneurs qui font l'Afrique. Donc là, pendant les prochaines minutes, prochaines heures, on va avoir l'occasion de revenir sur l'ensemble de ton parcours. Mais pour démarrer, moi, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu avais décidé d'attaquer le secteur de l'éducation par un angle business, parce que c'est vrai que c'est un secteur dans lequel moi je vois beaucoup d'associatifs en Afrique, et donc pourquoi avoir fait ce choix, toi, de l'attaquer par un angle business? Mais peut-être tout d'abord, avant de rentrer dans cette question super importante, je voudrais déjà vous remercier toutes les deux pour d'avoir initié ce podcast. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui sur le continent africain dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat. Et c'est super important, je pense, d'avoir un dialogue et de pouvoir raconter ce qui se passe et d'attirer plus de monde. Donc, merci. Merci à toi. Et donc, sur la question de pourquoi l'éducation, pourquoi l'angle business donc, en Afrique, alors c'est beaucoup de questions en une. Je pense déjà le pourquoi l'éducation. Moi, j'ai plusieurs moments dans mon parcours qui m'ont fait comprendre l'aspect transformationnel que l'éducation peut apporter. Déjà, j'ai eu la chance de faire de bonnes études et d'aller dans des universités reconnues et j'ai pu profiter de cette... voilà, ma vie en a été transformée. Puis il y a un autre aspect qui était... que j'ai réalisé à un moment de mon parcours. J'ai eu une expérience assez marquante en allant passer un certain temps au Mali, à Bamako. C'était en 2010, c'était il y a un moment, c'était avant les problèmes de sécurité. Avant les sujets que l'on a aujourd'hui, enfin, ça a démarré, mais j'ai bossé pendant un mois et demi avec des entrepreneurs qui travaillaient dans l'artisanat du textile. Et en fait, je les ai accompagnés sur la mise en place, sur la digitalisation de leur process de vente, de leur compta, de leur marketing. Et je me suis rendu compte pendant ces quelques semaines de l'impact que des formations et des trainings un peu institutionnalisés peuvent avoir sur la vie des gens. Et en fait, c'était un peu un moment un peu eye-opener parce que j'ai à la fois compris, enfin j'ai réalisé pour la première fois ce qui se passait dans certaines villes comme Bamako que je ne connaissais pas et j'ai vu l'énergie qu'il y avait dans cette ville et puis j'ai aussi peut-être compris que ce que la formation pouvait apporter si offert à une grande échelle et institutionnalisé. Donc c'était un peu ma première expérience et tout cela est arrivé, c'est un moment où d'autres choses arrivaient avec le développement des MOOC notamment, et on commençait à entrevoir de nouvelles opportunités et perspectives pour l'éducation. On commençait à voir que les nouvelles technos ont impacté plein de choses dans le monde, mais pas encore l'éducation. Et en fait, je commençais à me dire, mais il y a peut-être des choses à faire, et peut-être quelque chose, et c'est un petit peu ça qui m'a vraiment attiré au départ. Alors après, sur le côté privé ou associatif, quand je suis venu en Afrique pour démarrer Enco Education, c'est un peu une question d'aspiration personnelle. Je n'avais pas tellement envie de lancer une école. Il y a des tas de gens qui ont créé une école qui est devenue superbe. Et moi, mon ambition était un petit peu différente. Je voulais essayer d'avoir un impact plus large. Je voulais essayer d'avoir un impact... on dit souvent de faire bouger un peu le compteur et essayer d'avoir un impact continental. Et je me suis demandé quelle va être la meilleure manière de financer cela. Est-ce que ça va être en travaillant avec des États ou avec des fondations qui vont nous donner le financement pour lancer ces écoles, ou est-ce que c'est en faisant appel à des capitaux privés?
Et en fait, c'est devenu un choix parce que je me suis dit, dans un cas, je vais vraiment dépendre des politiques publiques, je vais dépendre des stratégies des fondations et je risque de ne pas avoir les mains libres. Alors que si on crée un modèle qui assure la qualité des écoles, mais aussi une certaine rentabilité qui permet de rémunérer des investisseurs, eh bien, dans ce cas, on va pouvoir faire quelque chose de grand parce que notre financement est potentiellement illimité. Donc c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté vers un financement privé. D'accord, ok. Et effectivement, là, tu as évoqué plein de sujets dans lesquels on va avoir l'occasion de revenir en détail. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu as décidé finalement de t'orienter vers un business très concret, très physique, tu vois, tu parlais des MOOC, tu aurais pu t'orienter vers de l'éducation en ligne, tu as décidé de te lancer dans de l'éducation physique via des écoles. Quelle est la mission que tu t'es fixée quand tu as choisi ce modèle-là ? C'est quoi la mission d'Enco et puis la mission que toi, par ricochet, tu vois, tu as décidé de te fixer ? Mais c'est vrai que les enjeux dans l'éducation sont infinis et il y a des tas de manières d'aborder le sujet. En fait, j'ai démarré une coéducation avec une personne qui s'appelle Cyril Conchou, qui est mon cofondateur. L'une des choses je pense, le sujet qu'on essaie vraiment d'adresser à une coéducation, c'est le fait que les écoles en Afrique n'envoient pas assez d'élèves au niveau universitaire. C'est un diagnostic, il y a 8% des élèves africains qui étudient au niveau supérieur, 35% en Europe par exemple. Et donc, tout ça c'est dans un contexte de globalisation de l'éducation, une offre qui se développe, plus d'universités, des universités qui deviennent plus internationales, qui accueillent plus d'élèves, des opportunités de financement de plus en plus importantes. Et du coup, l'offre se développe, l'offre est là. Mais ça reste un parcours du combattant pour les élèves du continent d'aller accéder à ces universités. Il y a pas mal de freins sur le parcours. Alors, par exemple, il y a le frein du diplôme. C'est-à-dire qu'il y a 54 pays en Afrique, 54 curriculums nationaux, 54 diplômes nationaux. C'est très compliqué pour les universités internationales de s'y retrouver. Les universités ont besoin de diplômes standardisés, ce qu'on appelle les diplômes internationaux. Donc ça, c'est un premier frein. Un deuxième frein, et je pense très important, c'est que comme il y a peu d'élèves qui sont à l'université, il y a peu de grands frères, de cousins, d'amis qui reviennent et qui viennent aider, épauler, mentorer. Et donc, il y a tout un problème de circulation de l'information. Comment est-ce qu'on fait pour aller postuler dans une bonne université ? Et donc, en voyant ces deux problèmes... Puis aussi le financier, non ? Enfin, ça coûte cher. Oui. Ou c'est pas un sujet, ça ? Si, non, c'est évidemment... C'est bien sûr, c'est un sujet, mais c'est souvent un sujet... on se focalise souvent sur ce sujet-là, alors que... il y a beaucoup de financements disponibles. Si tu prends par exemple les États-Unis, il y a à peu près 1 million d'élèves qui étudient à l'université aux États-Unis. Tu en as 100 000 qui viennent d'Inde. Il y en a 30 000 qui viennent d'Afrique. Et en fait, l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est un PIB par habitant comparable au continent. Donc ça ne suffit pas. C'est pas juste l'aspect financier qui empêche les élèves de voyager. Mais évidemment, c'est un sujet. Il faut pouvoir accompagner les élèves pour aller postuler aux universités qui pourront financer. Il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Et donc, c'est en voyant un petit peu ce défi-là qu'on a décidé de commencer une coéducation. On s'est dit, mais en fait, il faut réinventer un modèle d'école qui serait des écoles qui permettrait de faciliter l'accès aux grandes universités du monde. On appelait ces écoles les écoles internationales africaines, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre les standards internationaux qui existent. Il y a des écoles internationales sur le continent, mais c'est souvent des écoles diplomatiques, c'est souvent des écoles d'expatriés qui servent des populations très aisées. Ce qui manque, c'est un modèle d'école internationale qui soit conçu pour la population des pays du continent, et qui, donc à la fois en termes de coûts, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui soient abordables, mais également des écoles dont le contenu soit mieux adapté pour la population de nos pays. Okay. Et comment tu garantis concrètement cette accessibilité ? Est-ce que c'est des bourses qui sont attribuées aux élèves ? Est-ce que c'est un financement qui est accordé à Enco qui vous permet de pratiquer des prix hyper abordables ? Tu vois, concrètement, comment cette accessibilité t'arrive à en faire une réalité ? Alors, c'est un point qui est très important et c'est vraiment une histoire de business model pour le coup. Ça a été de retravailler la structure de coûts de nos écoles pour que de manière pérenne, on puisse réduire les frais de scolarité. Donc il y a 3 choses que l'on fait, je pense, de manière assez différente que les autres. La première, c'est que, je ne vais pas vous surprendre, le talent est abondant en Afrique. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que contrairement aux écoles diplomatiques ou internationales les plus chères, on va recruter des enseignants locaux.
toutes les écoles internationales diplomatiques recrutent en général des enseignants étrangers, des expats, doivent payer des packages qui incluent les billets d'avion, l'assurance, le logement, les enfants et tout cela. Donc déjà, nous, on s'est dit, recruter des enseignants ayant le potentiel de devenir de super enseignants internationaux, on n'a pas un problème de talent, le talent est abondant, on va recruter les profs, on va les former de manière très intensive pour qu'ils deviennent de bons profs dans notre contexte éducatif. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'on a mis l'accent sur l'éducation et pas sur les infrastructures. Et ça nous a permis, en fait, on a grandi, on a loué des bâtiments qu'on a un peu réaménagés, on a loué des maisons, on a des bâtiments, des écoles sur plusieurs sites, mais on ne s'est pas dit on va créer un immense bâtiment flambant neuf, magnifique, avec toutes les infrastructures sportives qu'on va devoir rembourser, sur lesquelles on devra prendre de la dette et rembourser. On s'est dit on va commencer petit et ça va nous permettre de comprimer notre structure de coûts en ayant des loyers plus modérés. Et le troisième point, c'est qu'on s'est dit on ne va pas faire une école, on va en faire 10, 20, 50. Et qu'en faisant 50, eh bien, on va pouvoir mettre en place une équipe centrale qui va développer des produits et des services qu'elle distribuera aux écoles et qui permettra aux écoles de travailler, de marcher de manière plus efficace sans avoir à investir elles-mêmes. Donc c'est ces trois éléments qui nous ont permis de réduire la structure de coûts. Et voilà, aujourd'hui, les écoles qui offrent le même curriculum que nous les offrent en général 6 fois plus cher. C'est-à-dire que les écoles américaines, par exemple, en Afrique, les frais de scolarité sont en moyenne à $20 000. Nous, on est plutôt à 3 000. Okay. Les écoles françaises sont également, en général, 50% plus chères que ce que l'on offre. Donc, c'est un petit peu le type de... Voilà, la manière dont on a réussi de répondre à ce défi. Ouais, hyper intéressant. Ouais, et quand vous avez commencé, parce que du coup, le modèle a été pensé, après vous l'avez mis en place, par quel pays vous avez commencé et pourquoi ? Quel a été le premier, parce que tu vois, en Afrique, il y a plein de pays, on peut se dire, on peut lancer là et là. Quel a été votre choix par rapport à ça et comment il s'est fait ce choix ? Ça a été un choix qui a été à la fois très rationnel et à la fois émotionnel. Ok. J'ai commencé par le côté rationnel, mais le côté émotionnel est aussi important. En fait, on a cherché un pays dans lequel on pensait que nos programmes seraient bien reçus. Alors, on a démarré au Cameroun. Et alors, le Cameroun, c'est un pays qui est un pays bilingue. Et donc, on savait que déjà créer un programme international, il y aurait une résonance. Le Cameroun, c'est aussi un pays qui a une mobilité étudiante très forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui, au niveau du tertiaire, 10% de la population d'élèves en tertiaire au Cameroun étudient à l'étranger. Donc, il y avait déjà ce socle, il y avait déjà cette appétence. Et donc, on pouvait s'inscrire dans un mouvement existant. Puis après, il y a un autre côté qui est un peu plus émotionnel, c'est que Cyril, mon associé, est camerounais, et on a choisi pour démarrer, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN aujourd'hui, on a choisi de s'associer, on pense très important de toujours s'associer avec des personnes dans les pays dans lesquels on démarre. Donc au Cameroun, on s'est associé avec l'école de la maman de Cyril, qui s'appelle La Gaîté, qui est une école qu'elle a fondée à Yaoundé. Et en fait, on a beaucoup appris du contexte de Yaoundé par cette association. Donc c'était assez une bonne manière de démarrer que de démarrer à Yaoundé. Et comment cette offre a été reçue par le marché, tu vois, parce que encore une fois, on peut toujours faire des business plans, des projections financières, etc. Mais le marché, la réalité du marché, on se le prend en pleine face, quoi. Comment ça s'est passé ? Alors, dis-nous la question trick. J'adore ça. C'est une question géniale parce que c'est là où on est dans le vrai monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant d'avoir démarré, on peut se faire des tas de films. Bien sûr. Et donc, moi, je vivais en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc, je lançais une école, j'étais tout seul, je lançais une école à Yaoundé. Et donc, je faisais des voyages à Yaoundé pour essayer de promouvoir l'école. Tout le monde autour de moi me disait, mais tu vas voir, Eric, cette école, mais ça va faire un tabac. Tu vas avoir des files d'attente devant. Tu ne pourras pas. Ne démarre pas avec juste. On voulait démarrer 2 classes. On voulait démarrer des classes en seconde. Ne démarre pas 2 classes. Fais-en 5. Fais-en, mais tu ne pourras pas. Ta scolarité aussi bas. Tu peux faire payer plus cher. Et donc, après tout cet engouement et tout ça, on a démarré avec 4 élèves. Voilà, on a démarré notre première école avec 4 élèves. Et donc 4 élèves, ça veut dire 8 profs. Parce que quand on fait du secondaire, tu as besoin d'un prof d'histoire. C'est ça, ils ne sont pas multimatières. Voilà. Donc ça c'est un moment dans l'histoire de l'écoéducation où là on se dit,
on y va ou on n'y va pas. Parce que la seule chose que l'on savait à ce moment-là, c'est qu'on allait saigner toute l'année, parce qu'on allait payer des salaires pendant toute l'année, et qu'on n'avait pas encore démontré à grande échelle que ça a marché. Voilà, et qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui faisait que justement, il n'y a pas eu, vous n'avez pas rempli ces 32 classes Alors déjà, je pense que avoir une histoire à raconter, c'est important. Et donc, moi, j'étais devant des parents où je montrais des slides. J'avais pas de salle de classe, j'avais pas de table et de chaise, j'avais pas de prof recruté. Et donc, expliquer aux parents que je suis crédible alors que je vis en Afrique du Sud, je pense que c'était très compliqué. Il y a un deuxième sujet aussi qui est que... on parle de early adopter, là, si on prend un jargon. Est-ce que des parents ont envie d'être early adopter avec leur enfant? Et en fait, ça demande, je pense que ce qu'on demandait aux parents, c'était de nous faire une confiance absolue avec leur enfant. Et donc, c'est quand même une question... J'ai un parent qui m'avait, son nom est Fred Ebonguet, hein, je me souviens comme si c'était hier, parce qu'il m'a envoyé un email au moment où il allait inscrire son enfant, en me disant, mais... Faites pas n'importe quoi, je vous fais confiance. Je vous confie l'éducation de mes enfants. Oui, c'est vrai. Mais c'est un moment, incroyable. Et je pense que ces 4 parents qui nous ont fait confiance, aujourd'hui on a 5200 élèves, ça commence par 4. Et si on n'avait pas démarré à ce moment-là, on n'aurait pas appris, on n'aurait pas eu quelque chose à montrer, on n'aurait pas grandi. Et c'est vraiment un point de départ énorme. Et donc, il y a le point de départ, c'est ces parents qui ont fait confiance. Et puis, je pense qu'à un moment aussi, là, c'était une décision que l'on a prise. Parce que je me souviens très bien, c'est un moment où j'étais allé voir Cyril, on s'est dit, mais voilà, on a 4 élèves, on y va Et on a décidé à ce moment, de toute façon, il faut qu'on y aille. Sinon on arrête. Et on a pris cette décision de démarrer. Et en fait, c'est rester chez une coéducation, le fait de démarrer, c'est ce qui est le plus important. Et je pense que c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on lance quelque chose, tant qu'on n'a pas des opérations, quand on n'a pas des personnes qui sont prêtes à payer pour ce que l'on fait, on ne peut pas apprendre. Et donc ça a été le moment pour le démarrage un peu douloureux. Et les années d'après, ça s'est... Et donc l'année d'après, on s'est développé à une 30aine d'élèves, avec la première classe de seconde qui est montée à 12 élèves en première, et la classe suivante qui avait une 20aine d'élèves. Et en fait, ça a amorcé la pompe. Et le moment qui a été assez transformationnel, c'est lorsque notre classe de première est passée en terminale et qu'on a eu nos résultats d'admission universitaire. Parce que sur les 4 élèves, les 4 parents, les 4 familles qui nous ont fait confiance, il y en a un qui a été admis dans l'université de Yale aux États-Unis, notre premier Camerounais admis à Yale. C'est une preuve, c'était on a une élève qui a été admise à Sciences Po, qui est même niveau de catégorie, et notre élève qui a été admise à la Hull Business School à San Francisco, et la dernière qui a été admise à Lancaster University au Ghana. Et en fait, cette réussite, ça nous a... on a montré que le modèle pouvait marcher, qu'il fallait ensuite faire à grande échelle, mais qu'en tout cas, le prototype pouvait marcher. Ça nous a permis de lever des fonds et ensuite d'accélérer. Et ça, effectivement, c'est une question que j'avais sur la levée de fonds. Ce que je comprends, c'est que tu as réussi à lever des fonds une fois que tu avais eu tes premiers résultats au bac, un peu probants. Quel était un peu le pitch que vous avez délivré aux investisseurs et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à lever? Parce que tu vois, aujourd'hui, l'investissement dans l'impact, c'est très tendance et tous les fonds ont envie d'investir dans l'impact. Je pense qu'à l'époque, ça devait être en 2015-2016, ça l'était peut-être un peu moins. Donc, quels ont été vos arguments Mais alors... en fait, il y a quelque chose qui a beaucoup compté. Donc, moi, je suis venu en Afrique du Sud à l'issue de mon MBA. J'ai pris 2 années aux États-Unis pour me former. On va en parler après. Avec plaisir. Et donc, c'est un moment où j'étais vraiment initié à l'importance que pouvaient avoir des investisseurs pour des entreprises qui veulent accélérer. Et en fait, donc, dès le départ, et quelque chose sur lequel on travaillait avec Cyril, parce que Cyril aussi, c'est un investisseur, Cyril. Donc il a une sensibilité très forte à ce niveau-là. Dès le départ, on s'est dit, il faut que notre histoire soit finançable par des fonds, parce que c'est ça qui va nous permettre d'accélérer. Et donc très très tôt, on a engagé avec un fonds d'investissement un peu par coïncidence, parce qu'en fait, un ami m'a mis en relation avec le directeur des investissements d'IEP, quelqu'un qui s'appelle Jérémy Agenberg. IEP, c'est un fonds d'investissement c'est un des fonds qui investit dans les startups en Afrique. En Afrique, Et lorsque
lorsqu'on a démarré, il n'y en avait pas 50. Et en fait, on a gardé une relation pendant ces premières années. Et je pense que ce qui a beaucoup compté pour IEP, c'est que l'histoire que l'on a racontée avant même que j'arrive en Afrique du Sud, jusqu'au moment où on était vraiment en train de discuter d'une levée de fonds, elle était cohérente. C'est-à-dire qu'on arrivait à montrer ce qu'on avait réussi. Il y avait des choses qu'on ne réussissait pas à faire, mais on arrivait à montrer qu'on y réfléchissait. Et en fait, c'est une relation qui s'est faite sur le long terme. Et ça ne s'est pas fait en Europe. Des startups tech peuvent lever des fonds en 3 mois. C'est un peu différent dans notre contexte, parce que la notion de confiance est très, très importante. Mais il y a des fonds qui regardent l'impact. IEP en est un. Et par la relation que l'on a construite, par les résultats que l'on a eus, ils ont eu envie de nous accompagner et ils ont joué un rôle, IEP et puis un autre investisseur qui s'appelle Proparco, la Banque française de développement, qui a traditionnellement fait des... Donc c'était un petit peu nouveau, ils commençaient à s'intéresser au secteur venture, donc le financement de start-up. Et en fait, l'alliance des deux était parfaite parce que IEP était sans doute le fonds qui connaissait les entreprises de notre taille. Proparco voulait s'y intéresser. Les deux ensemble, je pense, ça a très bien marché. Et donc, du coup, on a été le premier investissement start-up de Proparco en Afrique. Et ça nous a donné le financement pour accélérer ensuite et atteindre la taille que l'on a aujourd'hui. Et ce que tu dis est hyper important sur le fait de ne pas comparer, de ne pas comparer l'évolution des startups en Afrique et en Europe. Le temps qu'il a fallu, du coup, c'est combien de temps qu'il a fallu créer cette relation-là, juste pour nous donner un ordre d'idée? Alors, créer la relation... Oui, on a levé nos fonds en 2017 et je les ai rencontrés en 2013. Donc, c'était pas fait vraiment du jour au lendemain. Après, le travail sur la levée de fonds en elle-même, ça a été un petit peu moins que ça, mais ça reste en Afrique. On dit souvent que pour lever des fonds, il faut mieux compter une fenêtre d'1 an qu'une fenêtre de 3 mois ou 6 mois. Okay. Et tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui ou que ça s'est un peu accéléré Je pense qu'il y a plus de gens qui regardent l'investissement, donc il y a plus d'offres, donc ça c'est bien. Après, oui, je pense que ça prend toujours plus de temps qu'en Europe parce que c'est moins industrialisé en fait. Les fonds d'investissement, déjà souvent, les sociétés qui lèvent sont sur plusieurs pays, donc il y a une complexité qui est supérieure. Les équipes sont plus petites dans les fonds d'investissement, donc il y a à la fois une complexité supérieure, des équipes plus petites, donc ouais, ça prend plus de temps. Et puis les entreprises sont aussi souvent moins prêtes à lever des fonds. Il y a tout un travail pour être prête à accueillir de l'investissement. Donc oui, je pense que ça prend toujours plus de temps, oui. Ouais. Mais bon, c'est connu et ça fait partie du jeu. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que cette levée de fonds que vous avez faite en 2017 vous a permis de faire? C'était quoi un peu les objectifs que vous étiez fixés et du coup les milestones que ça vous a permis d'atteindre ensuite? En fait, l'ambition que l'on avait, c'était de démarrer des écoles dans toutes les grandes villes des pays d'abord francophones et puis dans certains pays d'Afrique australe. Et donc c'est ce que ça nous a permis en fait d'atteindre la taille de 14 écoles en 3 ans. On allait très vite au départ puisqu'on a lancé entre 5 et 6 écoles par an pendant les deux années qui ont suivi, enfin les 2-3 années qui ont suivi. Donc voilà, ça nous a permis de démarrer ces écoles et de leur permettre de se développer. Et d'ailleurs, dans ce modèle opératoire, effectivement, vous êtes fort pour ça. Vous êtes fort pour déployer rapidement des écoles dans les pays. En 3 ans, c'est énorme. Comment vous faites ça? Mis à part l'argent, comment concrètement, quel est votre mode opératoire pour développer ces écoles? Alors, une chose qu'on aime beaucoup faire déjà, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs et comment les autres font et essayer de l'adapter. Et je pense que c'est un truc qui est assez important dans notre culture, c'est que on pense qu'il y a beaucoup de choses très compliquées dans notre environnement et donc si on peut s'appuyer de choses qui marchent et les adapter, ça nous facilite vraiment la vie. Alors par exemple, le curriculum que l'on offre, on n'a pas inventé le curriculum. On n'a pas inventé un modèle d'école. Certains veulent réinventer l'éducation et pensent que pour faire un modèle qui scale en Afrique, il faut réinventer l'éducation. Et donc ils ont réinventé un modèle, et très bien. Hein. Nous, on pense qu'il y a des tas de choses qui marchent très bien et qu'il faut juste le faire, l'adapter pour que ce soit pertinent pour notre population. Donc sur les lancements, on a beaucoup regardé ce que faisaient tous ces groupes qui se développent, des groupes comme des Uber par exemple. Et on a créé une équipe qui sont
appelle ça des school launchers. Ouais. Et donc, ce sont des personnes qui, en général, sortent d'école, sont ultra polyvalentes, ultra motivées, une agilité très forte, une capacité à s'insérer dans n'importe quel contexte. Et ces personnes débarquent dans un pays en janvier, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Et quand ils partent en août, il y a une école qui tourne avec un site, des profs recrutés, des élèves et des licences et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu le modèle. Donc on s'appuie sur ces équipes-là. Alors maintenant, on a créé un process un peu plus... vous documentez au fur et à mesure voilà, aussi. Au début, c'est moi qui ai lancé la première école avec le succès que l'on connaît. Ensuite, on s'est un petit peu professionnalisé, on a commencé à faire les choses bien. Donc la première, voilà, on démarre par une étude d'opportunité où on a une équipe qui vient, qui regarde quelle est la concurrence, quelles sont les offres, quels sont les prix, où sont les possibilités de recruter des enseignants, quelles sont les grandes sociétés, où sont les quartiers, quels sont les quartiers de la ville, et quel est le process notamment pour acquérir la licence, le process de droit et de pouvoir le process réglementaire. bien opérer sur place. Parce que l'éducation est toujours un secteur réglementé, et donc c'est très important d'être bien aligné sur les demandes locales. Donc ça, c'est une partie. Une deuxième partie en parallèle où on cherche un partenaire local. Et ça a été tous les pays d'Afrique ont leur unicité, ont leur culture, ont leur contexte. Et du coup, pour nous, c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, nous épauler, nous aider à naviguer. Et cette personne, c'est une personne avec qui vous avez une association dans le business ou c'est juste un soutien local? C'est quelqu'un avec qui on a une association dans le business. Dans le donc business, c'est un partenaire, ouais. equity entre guillemets. Et donc on a des personnes qui nous ont beaucoup accompagnés, par exemple Mossadegh Bali au Mali, Pape Malick Diop au Sénégal. On a des personnes qui ont co-investi avec nous. Alors j'en oublie, mais ils sont tous très importants. Certains, on va les recevoir sur le podcast d'ailleurs. Voilà. Certainement. Ils ont des choses très intéressantes à dire. Mais donc ça, c'est une composante qui est importante pour nous parce que voilà, pour être sûr qu'on s'adapte au mieux à ce qui se passe dans chaque pays. Et puis après tout cela, quand on prend la décision de lancer, c'est là où on a cette équipe de School Launcher qui arrive et qui va chercher un lieu, qui va recruter l'équipe, mettre en place nos process, commencer à présenter l'école et à identifier des parents. Et c'est vrai qu'entre la première école qu'on a lancée avec 4 élèves et celle qu'on a lancée à Bamako avec 110 élèves, on a eu une courbe de progression qui a été assez forte. Et juste je complète du coup ma question, dans ça, quels ont été vos principaux challenges? Parce qu'il y en a forcément. Il y a un moment donné, peut-être c'est réglementaire, peut-être que c'est financier, je ne sais pas. Mais est-ce que pendant ce temps-là, dans ce mode opératoire, vous avez eu quelques difficultés et comment vous allez surmonter? En fait, il y a eu plein de difficultés tout le long et c'est toujours même aujourd'hui, je suis en train d'apprendre. Il n'y a pas de... C'est itératif, ouais. Non, c'est très itératif. Je pense que la première difficulté, effectivement, c'est de trouver la bonne manière de répondre aux contraintes réglementaires. Donc, quand on trouve un site, par exemple, il faut que ce site puisse être reconnu en tant qu'école par le ministère de l'Éducation. Donc, il y a tout un travail à faire pour trouver le bon site et comprendre les critères et puis ensuite comprendre ceux sur lesquels on peut avoir des dérogations et ceux sur lesquels on ne peut pas avoir des dérogations. Et donc c'est pour ça qu'avoir un partenaire qui nous permet de rencontrer les bonnes personnes très tôt, ça nous permet d'anticiper ce genre de sujet. Donc ça c'est un point qui est important. Le deuxième point qui est essentiel, c'est d'arriver à avoir cette crédibilité vis-à-vis des parents. On veut avoir cette légitimité et donc il faut être capable de parler de ce qu'on a fait dans les autres écoles. Notre partenaire peut nous accompagner aussi, puisque notre partenaire nous apporte aussi une forme de légitimité. Donc, démarrer avec suffisamment d'élèves, ça reste quelque chose de très clé. Parce qu'au départ, une école a des coûts. Elle paye un loyer, elle paye une direction, elle paye des enseignants. Et tout ça, ça fait qu'il y a une base de coûts incompressible quand on démarre. Si on a trop peu d'élèves, on va avoir les coûts sans avoir le revenu. Et donc, nous, c'est très important. On a une courbe en J. C'est très important qu'on puisse sortir de cette courbe en J très rapidement. Donc ça fait partie des gros enjeux. Et le troisième, sur lequel on a mis beaucoup de temps, je pense qu'aujourd'hui on a atteint une maturité, mais c'est de mettre en place une équipe support dans l'école qui puisse aider la direction de l'école à se focaliser sur l'éducation et pas sur des problèmes administratifs.
Et ça, on a mis beaucoup de temps, je pense, à trouver la bonne forme, le bon nombre de personnes, le bon profil de personnes pour que voilà, les directeurs que l'on recrute soient dans les salles de classe avec les enseignants à faire de la formation et de l'accompagnement et pas travailler avec et ça, du coup, qui le fait? C'est une autre équipe? Le recrutement? Enfin, les tâches admin, tout ça. Alors, chaque école a une équipe administration. Et qui est qui gère ça. Qui gère ça, exactement. Et qui est recrutée par l'équipe de lancement en collaboration avec des membres de l'équipe centrale qui sont des experts des sujets. Parce qu'on ne demande pas à un school launcher qui sort d'école d'être un expert financier ou d'être un expert marketing ou autre. Et comment vous les recrutez, ces talents? Parce que tu vois, tu vas chercher quand même des gens qui ont certaines compétences et qualités de résilience, d'adaptabilité, etc. Où est-ce que, maintenant vous êtes plusieurs, donc comment est-ce que vous allez les chercher? Où est-ce que vous les recrutez? Comment vous les réussissez à les convaincre aussi de vous rejoindre? Parce que tu as toujours un enjeu de marque employeur, quelle que soit ta taille. Mais je pense qu'il y a deux sujets. En fait, le recrutement est... Je pense que dans n'importe quelle entreprise de recrutement est essentiel. Et j'ai envie de dire que dans un monde de services et d'école, c'est encore plus. Enfin, je pense que tout le monde devrait dire ce que je dis, mais en tout cas, je pense qu'avoir les... Si on a bien recruté un directeur d'école, on a bien recruté des enseignants et on a déjà fait quand même une bonne partie du travail. Donc le recrutement, c'est fondamental à une coéducation et ça fait partie des s'il y a un process sur lequel on essaie d'investir et de travailler, c'est celui-là. Donc, recruter, il y a tout type de profils. Il y a les profils enseignants. Et une école, c'est avant tout des enseignants. 70% de nos équipes sont des enseignants. Et puis ensuite, on a les équipes support, dont les équipes centrales. Alors, sur les enseignants... Les critères, surtout, moi je me pose la question, les critères de sélection des enseignants, parce que... Écoute... On pourrait faire une liste longue comme le bras, mais s'il y en a un qu'on doit retenir, nous, on recrute des enseignants qui vont devoir découvrir ce qu'on appelle l'éducation progressiste, qui est l'éducation qu'on met en place dans nos écoles. Donc s'il y a un critère qu'on recherche, on veut des enseignants qui soient des, entre guillemets, avid learners, des enseignants qui ont envie d'apprendre. Tu peux plus expliciter justement cet apprentissage progressiste pour les éditeurs qui nous écoutent? L'éducation progressiste. En fait, il y a un petit peu... je vais être très caricatural. Mais il y a l'éducation un petit peu traditionnelle, dans laquelle je pense avoir grandi, qui est centrée sur le professeur qui est au tableau, qui fait son cours, qui écrit au tableau en tournant le dos aux élèves, et les élèves surtout ne posaient pas de questions, apprenaient, mémorisaient. Voilà. Ça, c'est l'éducation un peu traditionnelle. Il y a une nouvelle forme d'éducation qui se développe et qu'on met en place dans nos écoles, qui est une éducation qui est davantage centrée sur l'élève. C'est-à-dire que l'élève est au centre de son expérience d'apprentissage. L'enseignant n'est plus là pour donner le savoir, mais plus pour animer le savoir, pour encourager l'élève à apprendre. L'enseignant reste une importante source, mais l'élève peut aussi apprendre de recherches qu'il va faire sur Internet. L'élève peut aussi apprendre de ses camarades. Et donc, cette notion de remettre l'élève au centre, de lui donner l'autonomie et le sens d'appropriation, qui s'approprie son expérience d'apprentissage, c'est ça qu'on essaie de mettre en place dans une éducation progressiste. Et donc, pour nos enseignants qui viennent, assez souvent, nos enseignants viennent de systèmes plutôt traditionnels. Et donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est que, on va avoir besoin qu'ils soient capables de comprendre un nouveau système. Et donc, le fait que ces enseignants soient passionnés, veulent apprendre, veulent se développer, et cette motivation de se développer, c'est ça qui va faire l'énorme différence entre quelqu'un qui va réussir chez une coéducation et quelqu'un qui mettra plus de temps. Donc s'il y a un sujet qu'on regarde, c'est celui-ci, et on a mis en place maintenant, notre process est très affiné sur ce sujet-là, parce que c'est le premier facteur de succès. Tu as beaucoup parlé de ce process de recrutement. Moi, j'ai très envie d'en savoir plus sur en quoi il consiste. Mais pour revenir à la deuxième typologie de profil que vous recrutez, l'équipe centrale, est-ce que tu peux nous raconter un peu les types de profils que tu recherches, comment tu les trouves? Alors, sur l'équipe centrale et les fonctions support dans les écoles, je dirais que c'est un peu le même type de profil. En fait, il y a deux choses qu'on recherche. C'est ce que je simplifie en disant Africa Ready et Scale Ready.
C'est vraiment les deux. Et donc Africa Ready, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des gens qui ont cette humilité de savoir qu'en fait on ne sait pas et que lorsqu'on va dans un nouveau pays, il faut accueillir tout ce que l'on va voir, on va découvrir des tas de choses, on peut avoir des idées préconçues, mais il faut être très ouvert à voir à ce qui peut arriver. Il faut aussi être capable d'encaisser les vols de nuit avec l'escale à Nairobi et l'escale à Addis en écho avec un changement à 5 heures du matin après 4 heures de vol. Enfin, c'est pas pour tout le monde ce qu'on fait. C'est pas, je veux dire, on n'est pas... on vole pas en business avec arriver au Radisson au bout, quoi. On a une réalité et un modèle économique qu'on veut suivre, ce qui fait que on vient avec il faut des gens qui sont prêts à cela. Et puis il faut aussi cette capacité à travailler avec des gens qui viennent de backgrounds ultra différents. C'est-à-dire que nous, dans nos équipes, on a des gens qui sont du continent, des gens qui sont d'ailleurs, on a des gens qui sont de toutes les religions, on a des gens qui ont fait des très très grandes écoles, d'autres qui ont fait, par très grandes écoles, je veux dire grandes écoles au sens français du terme, donc des universités, on va dire, internationalement reconnues, d'autres qui ont fait des universités locales, on a des gens qui ont bossé en grande entreprise, d'autres qui ont bossé en start-up, on a toute cette diversité, et en fait il faut des personnes qui sont capables de naviguer dans ce monde-là. Et c'est pas tout le monde, et quand je dis que c'est pas tout le monde, c'est pas un jugement de bien ou mal, c'est juste qu'il y a des gens qui veulent cela, et d'autres qui sont super, mais qui n'ont pas ça. Et donc ça, c'est Africa Ready. Et puis ensuite, le Scale Ready, c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un modèle, on veut avoir un impact et faire les choses à grande échelle. On ne fait pas quelque chose pour réussir un truc. Donc on a besoin de personnes qui pensent système, on a besoin de personnes qui sont actifs, qui sont capables d'aller à une vitesse qui n'est pas habituelle dans beaucoup des environnements dans lesquels on est. Et ça, c'est un paradoxe, parce que en fait, le Scale Ready, il y a assez peu de start-up ou d'entreprises qui embarquent ce type les compétences qu'il faut pour cela. Et donc, voilà, c'est un peu le mix difficile qu'on essaie de réunir. Comment tu les trouves, du coup? Parce que, les deux combinés, c'est quand même une petite niche, quoi. Oui, c'est une petite niche. On les trouve. Alors, en fait, ça dépend à quel niveau, mais des personnes qui ont vécu sur le continent et qui sont parties se former ou travailler pour des entreprises internationales, ce mix-là est très, très intéressant. Parce qu'en général, on a des personnes avec qui on a les mêmes méthodes de travail. Donc, c'est un peu ce genre de mix que l'on recherche. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Selon le pays, on aime beaucoup travailler avec des clubs Afrique d'écoles, d'universités prestigieuses, qu'elles soient en France, au Canada ou aux États-Unis. On commence maintenant à avoir des anciens élèves d'ENCO qui viennent travailler pour nous. Nice. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on a une personne au Cameroun, on a des élèves qui ont fait des stages chez nous. Et j'encourage tous nos élèves qui nous regardent maintenant. Il y a des super choses à faire chez nous. Et voilà. Trop bien. Et tu as touché un petit peu à un sujet qui nous intéresse évidemment beaucoup, qui est le sujet de la culture. Quand tu parlais de toutes ces personnes qui vous rejoignent et qui finalement viennent de backgrounds différents, ont des éducations différentes, des manières de travailler différentes, concrètement, tu vois, d'un point de vue culture d'entreprise et gestion, comment est-ce que tu organises le travail entre ces gens-là pour faire en sorte que finalement, même s'ils ont des manières de travailler différentes initialement, des cultures différentes, ils arrivent à travailler de manière efficace ensemble. Et puis tu as aussi le sujet des profs qui, certainement, et des directeurs d'école qui travaillent très différemment de l'équipe centrale. Donc ça te fait un gros melting pot de gens très différents. Comment est-ce que tu organises tout ça? Mais c'est un enjeu gigantesque parce qu'en fait, dans un cadre d'éducation et d'école, culture, j'ai envie de simplifier en disant culture égale qualité, quoi. Je veux dire, si on recrute, une fois qu'un prof ferme la porte de la salle de classe, le prof il est seul avec ses élèves, donc il fait ce qu'il veut. Et donc le fait que lorsque cet enseignant va prendre des décisions, lorsque cet enseignant va engager avec les élèves, le fait qu'on ait cette culture en commun, ça fait partie des choses qui créent le modèle Encoéducation. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est évidemment compliqué parce que
Nous, on essaye de l'institutionnaliser, cette culture. Le premier point, c'était déjà, qu'est-ce que ça veut dire, la culture? La culture, c'est quoi? C'est sans doute des valeurs, c'est sans doute des rituels, c'est sans doute des histoires. Et en fait, tout ça, il faut qu'on essaie de les conscientiser et de les formaliser. On a rédigé ce qu'on appelle notre culture book. C'est encore quelque chose assez classique, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'on a écrit dedans, en fait. Oui. Parce que voilà, on a défini des principes de travail, des choses auxquelles on croit. Et on essaye, dans ces principes de travail, on essaye de réunir le monde start-up, le monde de l'éducation, le monde de l'Afrique. On essaie de réunir ces trois mondes, non pas qu'ils soient opposés, mais juste on essaie de créer quelque chose qui marche, qui se retrouve à l'intersection de ces trois cercles. Et c'est beaucoup de travail. Et donc, on l'institutionnalise en le formalisant. On a fait ce travail de définition de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quels sont les comportements qu'on associe aux valeurs? Et ça, c'est un travail qui est fait. Les valeurs, elles sont communes au groupe. Mais ensuite, le comportement associé aux valeurs, chaque école se définit. Chaque école se les approprie. Et donc, voilà, ce travail qu'il y a entre ce qui est fait, ce qui est standardisé, ce qui fait partie du modèle, et ce qui est exécuté, ce qui est décliné, ce qui est implémenté dans les écoles, c'est quelque chose qui est très important. Le central, le modèle, les écoles. Comment est-ce que les écoles se l'approprient? Et on essaye de laisser beaucoup de marge de manœuvre à l'appropriation. Donc ça, c'est deuxièmement. Et puis l'autre chose, c'est le recrutement. Donc une fois, c'est que quand on recrute des personnes, c'est important de définir ce qu'on appelle notre culture, définir nos valeurs, pour que derrière, lorsqu'on va recruter des personnes pour nous rejoindre, eh bien, on puisse prendre ces éléments en compte et essayer de construire une cohérence dans cette diversité. Cette fameuse culture fit dont on parle souvent en recrutement. Quoi. Voilà, alors nous on l'appelle le EncoFit parce qu'on aime bien adapter, mais c'est exactement ça. Et tu as remarqué une différence ou pas avant et après avoir fait ce travail-là ou pas? Dans les équipes, est-ce que ça se sent? Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique ou en fait, alors, déjà c'est un travail qu'on a fait très très tôt, donc il n'y a pas vraiment eu de moment où on ne l'avait pas. Après, c'est un travail qui est ultra itératif, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir... Je pense le travail qu'on a fait pour définir nos valeurs, c'est un travail qui était profond, qui a vraiment embarqué les équipes. Mais maintenant, c'est une chose d'avoir écrit, mais il faut qu'elle soit vécue tous les jours dans les écoles, dans le groupe, qu'elle soit au centre des décisions prises. Et ça prend beaucoup de temps. Mais avec la croissance aussi, parce que vous avez cru quand même assez rapidement. Là, vous êtes 729, c'est énorme. Ça aussi, ça joue peut-être aussi sur le fait de grandir très vite. Il y a des personnes différentes qui rentrent, d'autres qui partent. Je pense ça... Oui, et puis on maîtrise, je parlais adapter notre processus de recrutement pour refléter les valeurs, c'est une chose de le dire, et puis après le faire, arriver à l'exécuter, c'en est une autre. Donc oui, ça a été tenir, et je pense que toujours aujourd'hui, je pense que c'est toujours un gros enjeu que d'arriver à embarquer les bonnes personnes, les bonnes personnes encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est les bonnes personnes pour une coéducation, pour Enco, bien sûr. Et construire cette aventure en commun. Et ce challenge-là que tu évoques, et j'imagine que tu l'as aussi en externe, c'est-à-dire que comme tu es sur différents pays, la manière dont tu communiques, ton branding, la manière dont tu convaincs les parents, elle n'est pas identique au Cameroun et en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous adaptez votre communication, votre discours en externe? Oui, et d'autant plus qu'on a des écoles qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe. On a vraiment une diversité forte c'est le Unity and Diversity. C'est ça. En fait, notre modèle d'école, on n'a pas parlé du modèle d'école en lui-même, mais on a 3 piliers qui définissent nos écoles. Et ces 3 piliers reposent sur une fondation qui est notre communauté. C'est-à-dire que chaque école s'adapte à sa communauté. C'est-à-dire qu'une école à Bamako, ce n'est pas la même chose qu'une école à Ouagadougou. Ce n'est pas la même chose qu'une école à Abidjan, qu'à Yaoundé, qu'à Douala, qu'à Dakar, ou qu'à Lusaka, ou qu'à Gaborone, ou à Maputo, ou à Johannesburg. Et donc, c'est embarqué dans le modèle que les écoles doivent répondre à leur communauté. Et ça veut dire engager avec les parents, ça veut dire engager avec les gens autour. Et c'est un petit peu à chaque école de définir. Le modèle va fixer le cadre. On va fixer les 3 piliers. Chaque école doit être capable de montrer son ancrage africain. L'Afrique comme ancrage, c'est un pilier. Le monde comme terrain de jeu,
c'est un autre pilier. Chaque école doit montrer comment est-ce qu'on développe des enfants qui sont ouverts sur le monde et capables de saisir les opportunités qui se présentent à elles. Le futur au quotidien, c'est notre troisième pilier. Chaque école doit montrer, doit aider les enfants à se préparer à un avenir qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et donc, il veut que chaque école aide les enfants à apprendre à apprendre. Voilà, donc ça, c'est les trois piliers que chaque école. La manière de mettre en place ces piliers va dépendre école par école. Ouais. Oui, parce que tu as des écoles que tu rachètes ou avec lesquelles tu t'associes. Donc là, tu as un héritage aussi de l'équipe existante, etc., qui doit peut-être complexifier ce travail. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'un de nos modèles, la manière dont on distribue notre modèle, c'est en acquérant des écoles existantes. On a commencé au départ en lançant de nouvelles écoles qu'on finançait nous-mêmes. Aujourd'hui, on est à un niveau de maturité, on arrive à reprendre des écoles existantes, mais ces écoles, elles viennent avec leur propre culture, leur propre histoire. Donc nous, ce qui nous importe, quand on va choisir, quand on va étudier la possibilité d'acquérir une école, c'est est-ce que cette école peut devenir une école internationale africaine? Est-ce que l'on voit comment cette école va s'approprier ces trois piliers? Et en fait, moi, ce que je veux entendre, c'est que chaque école raconte comment elle vit les trois piliers. Et ça, c'est ce qui fait voilà, les piliers, c'est le trait d'union entre toutes les écoles. Mais après, l'histoire, chaque école la raconte à sa manière. Ok, super intéressant. Après, moi, j'ai une question aussi par rapport à ENCO. Si tu devais définir l'ADN d'ENCO, ça serait quoi? Ça, c'est une question que j'ai. J'ai une deuxième, c'est si tu devais résumer les facteurs clés de succès, qu'est-ce qui a fait que ENCO marche? Parce que ENCO marche, ça marche, quoi. D'ailleurs, alors que j'ai une troisième question, mais j'abuse. C'est à partir de quand vous avez été rentable? Ça aussi, c'est une question, je trouve. Enfin, là, C'est vrai. Non, Du coup, 3 questions. Bon, on va commencer par la rentabilité. On commence par le biz et après, on parle du reste. Donc, première question, c'était la rentabilité. La rentabilité. À partir de quand, en combien de temps vous avez été rentable? On a eu une accélération de la rentabilité. Il y a eu un petit moment un peu marquant dans l'histoire d'ENCO Éducation. Okay. Et sans doute marquant pour la plupart de vos auditeurs, ça s'appelle la crise Covid, où parmi les effets, il y a eu beaucoup d'effets de la crise Covid, mais l'un des effets dans le monde, c'est que toutes les écoles du monde ont fermé en à peu près... une semaine. Et donc pour nous, on avait créé un modèle de géographique dispersé, notamment pour se prémunir de risques... précurseur, du coup, c'est visionnaire. Je pense que sur le continent, je fais une petite parenthèse, mais je pense que pour tous ceux qui veulent développer des business sur le continent, la diversification géographique, c'est un critère important pour maîtriser les risques. C'est-à-dire que pour nous, on a certains pays qui ont pu avoir des crises politiques, certains pays qui ont eu des crises monétaires. Mais tout ça, ce n'est pas très grave dans le fond parce qu'on a un portefeuille et que lorsqu'il y a un pays lorsqu'il y a des risques, des sujets qui impactent économiquement un pays, on a les autres qui compensent et puis ensuite les pays reviennent. Mais donc la diversification géographique, je pense qu'elle est très importante dans notre contexte. Et du coup, oui, le risque systémique d'une pandémie, ça ne faisait pas partie des choses que j'avais mis dans la partie risque du business plan qu'on présentait à nos investisseurs. Et en fait, à ce moment-là, on était déficitaire, mais on était suffisamment proche de l'équilibre on a réussi pendant la crise Covid, parce qu'en fait, quand les écoles ont fermé, certains parents ont perdu leur job, on a eu des soucis financiers dans certaines de nos écoles. Et au-delà de ça, on n'était pas à l'équilibre. On était à un moment où on levait des fonds pour nous permettre de continuer à croître. Donc on n'était pas à l'équilibre à ce moment-là. Ce qui nous a un petit peu sauvés, c'est qu'on n'était pas trop loin de l'équilibre. Et ensuite, on a réussi à se restructurer suffisamment rapidement, en prenant des décisions parfois difficiles, mais qui nous ont permis d'atteindre ce point d'équilibre. Et en fait, d'en faire assez pour demander à nos... clients de nous aider en nous permettant de repousser nos factures, demander à nos bailleurs de nous épauler pour nous permettre d'avancer. Donc c'est la crise Covid où notre plan, ce n'était pas d'être à l'équilibre, notre plan, c'était de continuer à accélérer et de creuser notre déficit, parce qu'à chaque fois qu'on lance une école, on creuse le déficit. Et la crise Covid nous a forcés à ralentir, mais comme on était suffisamment proche du point d'équilibre, on a réussi à le passer à ce moment-là. Ok, interesting.
Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport... si je devais juste résumer rapidement, en 3 points, pourquoi Enco marche? Quelles sont les 3 clés de succès? Facteurs clés de succès d'Enco, ça serait quoi pour toi? Mais en fait, et puis je pense que c'est très proche en fait de certains éléments qui font notre culture. C'est des choses qu'on fait de manière, en tout cas qu'on fait à notre manière. Il y a eu ce point de... On dit souvent we start, we learn, we improve. On commence, on apprend et on s'améliore. En fait, le fait de démarrer, eh ben, c'est quelque chose qui nous a, à chaque fois dans toutes les éditions qu'on fait, on teste, et puis on regarde, et puis on itère. Et ça fait partie des choses qui font notre succès, notre succès aujourd'hui. Et c'est pas, enfin, c'est quelque chose d'assez classique, encore une fois, dans le monde startup. On parle toujours de l'importance de démarrer. Mais dans l'éducation, c'est pas intuitif. Oui. C'est-à-dire que beaucoup d'éducateurs viennent, enfin, faire entre guillemets start, learn, improve lorsqu'on parle d'enfants, c'est compliqué. Enfin, personne ne veut l'idée est difficile. Il y a une responsabilité en fait. Il y a une responsabilité. Et en fait, c'est toujours, ok, on commence, on apprend, mais comment est-ce qu'on fait pour toujours prioriser l'enfant en premier? Voilà, donc ça fait partie des choses que je pense ont fait notre succès. Je pense que la deuxième, c'est que dès le départ, on savait qu'on voulait faire quelque chose de grand. Dès le départ, c'était pas... Il y a des tas de gens qui ont démarré des écoles, qui ont fait grandir l'école, qui en ont fait une deuxième, et ainsi de suite. Et c'est très bien. Mais nous, dès le départ, on savait qu'on voulait panafricain. Ouais. On savait qu'on voulait faire 10, 20, 30 écoles. Et en fait, ça nous a permis de créer une équipe qui a ça en tête, en permanence. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on démarre dans un pays de se dire on va passer au deuxième, que si dès le départ on dit nous, on veut faire des écoles internationales africaines, on va d'abord être international en Afrique en étant dans plusieurs pays. Parce que dès le départ, on avait à se poser la question de comment on gère des écoles à distance. Bien sûr, c'est ça. Pendant la crise Covid, on a fermé toutes les écoles, mais on savait déjà bosser à distance. On a fermé les écoles, mais on a réussi à réouvrir nos écoles en virtuel parce qu'on savait déjà travailler à distance. Donc même pour les enseignants, ils avaient l'habitude d'être gérés à distance. Et donc on a réussi à continuer notre mission éducative et ça a été un des moments assez forts de cet épisode. Donc l'ambition, le We Start, We Learn, We Improve, je pense que c'est deux points. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et du coup, en réalité, tu as répondu aussi à l'autre question qui était l'ADN d'Enco, c'est ça en fait. Hein. Donc ça colle. Non, ça fait partie de ces points forts sur lesquels on a construit notre croissance, notre développement.